Je suis Arnaud Godevin, le directeur de l'école, et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Il m'a été demandé de vous présenter la formation ingénieur, ce qui tombe plutôt bien puisque nous sommes dans une période qui est particulièrement intéressante dans la mesure où nous revoyons l'intégralité de la formation. Et donc il est possible qu'il y ait quelques petits écarts entre ce que vous avez entendu lors de la visite, si vous avez déjà fait la visite. Les étudiants vous parlent de ce qu'ils vivent, et moi je vais vous parler de ce qui va attendre les étudiants de la prochaine rentrée. Et donc il y aura probablement des petites différences. N'hésitez pas à m'interroger pour savoir s'il y a des choses qui sont encore d'actualité ou pas d'actualité. Et faire en sorte que je ne sois pas le seul à parler, parce que je parle beaucoup, je peux tenir toute l'après-midi, je sais que je n'ai qu'une heure devant moi, et je vais surtout essayer de faire en sorte que vous puissiez avoir toutes les réponses à vos questions, et pour ça j'ai besoin de vos questions. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, et à faire en sorte que ce soit le plus interactif possible. D'accord ? Alors, comme je suis aussi le directeur, je vais en profiter pour reparler de l'école, forcément, et être un peu plus exhaustif que ce qu'ont pu dire mes petits camarades ou les étudiants. Je vais néanmoins... Est-ce que ça fonctionne, ça ? Oui. Rappeler un certain nombre de choses concernant le matériau. À l'école, on parle du matériau bois, bien évidemment, c'est une longue histoire, 1934, mais de plus en plus, on parle de matériaux biosourcés, c'est-à-dire des matériaux qui vont être issus de la biosphère, les plantes, les arbres, etc., de telle sorte qu'on puisse venir en substitution aux matériaux d'origine pétrolière, ce qui fait que notre champ d'intervention et notre potentiel est juste fabuleux. Imaginez que ces produits issus du pétrole ont une durée de vie limitée, dans la mesure où les ressources en pétrole ne sont pas inépuisables. Alors que le matériau bois, plus que celui-là, est probablement le seul matériau qui est naturellement renouvelable. Beaucoup sont renouvelables, mais le bois est un des rares à être naturellement renouvelable. Prenez une graine de chêne, de hêtre, de tout ce que vous les plantez, vous laissez faire, et vous avez une question de temps, certes, mais vous avez un arbre au bout de quelques années ou dizaines d'années. C'est plus sympa de se balader dans une usine d'arbres, ça s'appelle une forêt, qu'une usine de béton, ça s'appelle une carrière, ou une usine de métal, ça s'appelle une carrière aussi. Et je pense que la forêt ne détruit pas du tout la planète. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, la thématique à l'école, c'est le matériau bois, bien sûr, mais aussi des matériaux biosourcés. 3 missions, comme dans toutes les écoles d'ingénieurs, la formation, la recherche et le transfert. En réalité, la seule mission qui est la nôtre, c'est celle de la production de connaissances. Notre objectif, c'est de découvrir, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, tout ce que le matériau bois et les matériaux biosourcés peuvent apporter sur le plan des usages, sur le plan, comment dirais-je, des interactions, je vais y arriver. Ce qui est intéressant avec la forêt, c'est que c'est un écosystème dans lequel il y a de la faune, il y a de la flore, et que l'arbre en lui-même est déjà intéressant, mais au-delà de ça, il y a énormément de sujets d'étude. Les connaissances qui sont ainsi acquises et qui sont, comment dirais-je, en cours de développement, doivent être transmises. Forcément, on y arrive de 2 manières. D'un côté, avec les étudiants, ça s'appelle la formation, et puis d'un autre côté, le transfert de technologie, c'est vers les entreprises. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir dire aux entreprises quelles essences de bois elles peuvent utiliser, dans quelles conditions, comment elles peuvent les mettre en œuvre. Et ceci dans quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est l'économie circulaire, le développement durable. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Une cartographie de la formation que vous avez probablement aperçue, puisque l'école offre des sections de BTS, des sections de licence professionnelle, et vous êtes là cet après-midi devant moi pour entendre parler des ingénieurs, sachant que la grande majorité des formations sont proposées soit par la voie de l'alternance, l'apprentissage, soit en présentiel, c'est-à-dire sous statut étudiant. Casse-pied, ça va un peu vite. En ce qui concerne l'ingénieur, ce qui nous intéresse, c'est que nos ingénieurs soient capables, sur la base d'un socle scientifique et technique, de développer un certain nombre de projets. Il n'y a pas d'ingénieur sans socle scientifique et technologique. Ce qui est relativement nouveau maintenant, si on prend le début des siècles précédents, c'est que la notion de développement durable, d'économie circulaire est prépondérante.
Pendant très longtemps, si on prend le début de la révolution industrielle, il fallait produire en masse. Il fallait produire en masse et pas cher, mais maintenant il faut peut-être produire en masse et pas cher, mais qu'il soit respectueux de l'environnement. Les ressources ne sont pas infinies. On ne peut pas se permettre de rester dans une économie linéaire qui consiste à prendre une ressource, la transformer, la vendre, sans se préoccuper de ce qui se passe ensuite, sinon on va faire des déchets, des déchets, des déchets, et regardons ce qui se passe à différents endroits sur la planète. Dans le cas du bois, ce qui est intéressant, c'est que le matériau bois, et c'est aussi un sujet sur lequel je reviendrai, se prête très bien à la compréhension des phénomènes, des interactions qui existent et qui s'intègrent parfaitement dans l'économie circulaire. On peut parfaitement laisser un arbre pourrir en forêt. En fait, il ne pourrit pas, il contribue à régénérer l'humus, il permet à l'écosystème de pouvoir se développer, les insectes, etc., et de donner des nutriments aux autres arbres. Donc on voit bien qu'on est dans une logique biologique circulaire. Sur le plan technique, on peut faire la même chose. Conduire des projets est quelque chose de fondamental. Un ingénieur, une ingénieure est une personne de projet. Quelqu'un qui doit être capable de parler à des équipes, qui doit être capable de les piloter, pas forcément de les diriger, mais de les piloter, et de faire en sorte que, effectivement, au regard de la question qui est posée, de l'objectif que l'on va se donner, eh bien, les objectifs puissent être atteints. Enfin, il n'y a pas d'école sans entreprise, il n'y a pas d'entreprise sans école, et notre ambition est de travailler avec, pour les entreprises, de telle sorte qu'elles se développent. Je disais au mois de septembre, quand la 85e promotion nous a rejoints, qu'il est intéressant de travailler sur la productivité industrielle et de se dire, voilà, avec une étude, on peut supprimer 2 postes. J'aime pas trop. Perso, j'aime pas trop. On parle de compensation carbone, il faudra aussi se poser la question de la compensation sociale. C'est-à-dire que si on développe des nouveaux projets pour qu'ils soient industrialisés à l'étranger, qu'on perde des emplois, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Nous sommes au service de la compétitivité des entreprises, mais nous sommes aussi là pour faire en sorte que chacun puisse aussi vivre de son travail et faire en sorte que l'un n'étant pas indissociable de l'autre, eh bien, ça soit gagnant-gagnant. Il est important que derrière nos décisions en tant qu'ingénieur, on veille à ce que le plus grand nombre s'y retrouve. Alors, comment ça va se traduire ? Le cursus ingénieur, j'espère que vous voyez bien, même si on peut peut-être éteindre. Formation en 3 ans, après un bac plus 2. Nos étudiants, nos candidats viennent soit d'une classe prépa, je pense que c'est votre cas, soit d'un BTS, d'un DUT, et la possibilité de choisir entre le statut étudiant ou le statut apprenti, décidément. Soit c'est les piles, soit c'est le directeur qui va pas bien, mais ça marche pas très bien. Alors, les nuances de couleurs sont pas terribles. Ce qu'on a essayé d'illustrer là, c'est la notion d'alternance. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il est évident que pour un apprenti, il va passer une partie à l'école et une partie en entreprise. Eh bien, c'est un modèle que l'on développe pour les 2 cursus. C'est-à-dire que pendant les périodes en vert ou en gris-bleu, là, apprentis et présentiels seront mélangés. C'est une période qui est plutôt propice aux enseignements, en maths, en physique, en biologie, etc. Et ici, sur ces parties orangées, eh bien, les apprentis vont être en entreprise 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans l'année, et les présentiels, les élèves, les étudiants, pardon, eh bien, seront en mode projet. Dit autrement, on va alterner une période d'apport de connaissances avec une période de mise en situation ou de mise en œuvre des connaissances acquises. Ouais. L'objectif de tout ça, c'est de profiter de l'expertise aussi des apprentis. J'aime parler de co-formation, parce que la formation aujourd'hui, on le voit bien avec l'avènement du digital, là aussi j'y reviendrai, n'est plus descendante. Un temps, et je m'adresse plutôt aux parents qu'aux candidats, c'était descendant, c'est-à-dire que l'enseignant, il savait, et puis il diffusait son savoir. Aujourd'hui, Mister Google vient télescoper un petit peu tout ça. Notre rôle, en tant qu'enseignant, n'est pas d'apporter du savoir, mais bien d'aider à se poser la bonne question. Et de savoir quoi faire de l'information qui en découle,
puisque certes, les enseignants sont capables d'apporter des réponses, Google en donnera toujours beaucoup plus, sauf que la question de fond, c'est comment je fais le tri et comment je donne de la valeur à l'information. Et une façon de donner de la valeur à l'information, une façon d'apprendre à se poser les bonnes questions, bah, c'est d'être dans le dur. Quelqu'un près de moi disait que c'est au pied du mur qu'on voit le mur. Et bah, c'est tellement vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est quand on passe à l'acte, qu'on se rend compte de la pertinence de certaines questions, qu'on se rend compte de la valeur des réponses, et qu'on n'a pas toujours la connexion qui va bien, le temps qui va bien. Et c'est cette alternance entre l'acquisition de connaissances et l'acquisition de compétences qui fait qu'effectivement, il y a des choses qui vont s'ancrer. Les périodes qui sont ici en bleu correspondent aux périodes à l'international. Quand il s'agit de l'apprentissage, il n'y a pas de contrat d'apprentissage sans engagement de l'entreprise à laisser partir les apprentis à l'étranger. La commission des titres d'ingénieurs est très claire là-dessus. Les élèves ingénieurs doivent avoir une aptitude à travailler dans un contexte international. Le parti pris de l'école, c'est d'envoyer ces élèves à l'étranger, apprentis ou étudiants. Ce qui fait que on part du principe que l'entreprise va devoir libérer les apprentis sur cette période-là. Alors, elle a plusieurs solutions à sa disposition. Soit c'est un grand groupe avec des filiales à l'étranger, c'est facile. Soit c'est une entreprise qui a l'habitude de travailler avec l'international et auquel cas, on peut prendre un client, un fournisseur de l'entreprise pour y faire une partie de sa formation. Et puis, parfois, il arrive que l'apprenti est libéré par l'entreprise et l'école va accompagner l'apprenti pour lui permettre de trouver un stage, l'équivalent d'un stage dans une entreprise à l'étranger. Pour les présentiels, c'est un peu différent puisque le présentiel, l'élève va pouvoir faire son stage de fin d'études à l'étranger, son stage de fin de première année à l'étranger s'il le souhaite, ou bien un semestre d'études à l'étranger, puisqu'on a une trentaine de partenaires qui nous permettent d'accueillir des élèves en Suisse, au Brésil, en Chine ou ailleurs, soit au premier semestre, soit au deuxième semestre de deuxième année, et puis l'opportunité de faire son stage de fin d'études ici, à l'étranger aussi, puisque on a, selon les années, entre 15 et 20% des élèves qui vont trouver leur premier emploi à l'étranger. Et souvent, le stage de fin d'études est la passerelle vers le premier emploi, et donc de faire son stage à l'étranger, c'est une façon d'aller chercher un emploi à l'étranger. On est sur des alternances en première et en deuxième année d'environ un mois, donc à la question de qu'est-ce que je raconte à l'entreprise que je vais aller démarcher. Et ben en gros, septembre c'est à l'école, et puis après vous embrayez un mois. Il n'y a guère que sur la troisième année ici, où l'alternance est un petit peu plus longue pour des raisons simples, c'est qu'il y a un apport de connaissances encore important en troisième année, et tout le deuxième semestre de troisième année se fait en entreprise. Il n'y a plus de distinction de couleur, parce que apprenti ou présentiel, de toute façon, tout le monde en troisième année fait sa fin d'études dans une entreprise. J'ai évoqué le principe de l'alternance. Je ne sais pas s'il y a des questions, ça paraît... Je pense que le schéma est relativement clair. En tout cas, il est plus clair aujourd'hui qu'il ne l'était avant, puisque les apprentis avaient un programme de formation qui conduisait au même diplôme, mais qui n'était pas organisé avec le même rythme. Là, on a décidé de tout superposer. En fait, un des objectifs derrière ça, c'est vraiment, comme je vous le disais, de la co-formation. Ce serait quand même dommage qu'un étudiant qui, ici, en troisième année, un apprenti qui, en troisième année, a travaillé dans une entreprise de la construction, ne puisse pas témoigner auprès des présentiels de ce qu'il vit au quotidien et d'expliquer les trucs, les astuces, les savoir-faire dans l'entreprise. Et ça se fait au bénéfice de tout le monde, puisque le présentiel peut lui témoigner d'autres choses qu'il aura abordées dans le cadre des projets. Ouais. Donc il n'y a pas deux promos, il y a une promo, avec un parcours différencié. Ce que je n'ai pas non plus exprimé, c'est qu'au cours de cette deuxième année, eh bien, le parcours est quasiment à la carte, dans la mesure où on va proposer aux étudiants et aux apprentis eh bien, de choisir certains enseignements plutôt que d'autres. Ce qui permet aux étudiants peut-être d'approfondir une question liée à la chimie, ou liée au marketing, ou liée à que sais-je encore, et de construire aussi son parcours. Ça a trois vertus. La première, c'est de permettre à l'étudiant eh bien, d'affirmer son programme par des choix. La deuxième vertu, qui n'est pas neutre, c'est que ça permet aussi de sortir des cours des étudiants qui n'ont pas à y être. Un étudiant qui a choisi d'être dans la construction, on a énormément de mal à le capter sur de la chimie, par exemple, même si c'est utile, etc. Donc il y aura les fondamentaux de la chimie en première année,
Et en deuxième année, si certains élèves veulent approfondir, eh bien ils le pourront. Et si d'autres ne veulent absolument pas aller dans ces enseignements-là, à partir du moment où les choix seront pertinents, ils pourront effectivement aller un petit peu plus loin. Et puis la troisième vertu, c'est qu'on va se retrouver avec des enseignements en plus petits groupes. Et ça, en termes d'interactivité, c'est quand même extrêmement intéressant. L'école du bois est une école petite par la taille, 400 élèves au total. Ça lui donne une force terrible, c'est qu'effectivement, on connaît nos étudiants, on est capable de travailler avec eux dans des situations très particulières qui permettent justement cette interactivité, de discuter, d'aller plus loin et de faire un suivi assez sympa. Vous aviez une question? Oui, je me demandais, les spécialités, ça commençait du coup à partir de la seconde année ou de la première? Alors effectivement, on est sur une logique de tronc commun, puisque au terme des 3 années, il n'y a qu'un seul diplôme, apprenti ou étudiant. Et effectivement, au cours du parcours de deuxième année, là, vous allez avoir des enseignements qui vont vous permettre d'aller plus loin, soit vers la construction, soit vers la production, soit vers les métiers du commerce, etc. Et vous allez construire au fur et à mesure. Et vous pouvez avoir un parcours très marqué construction, ou un peu marqué par la construction et la production, et de combiner un petit peu. C'est pour ça que ça reste qu'un seul diplôme, parce que finalement, il n'y a pas une spécialité, on ne forme pas des ingénieurs de la construction bois, on forme des ingénieurs qui seront pour certains employés dans le secteur de la construction bois, et qui auront eu des enseignements adaptés, soit en bureau d'études, soit en production, de telle sorte que, effectivement, l'intégration en entreprise soit la plus facilitée possible. On n'a pas souhaité avoir des diplômes, parce que nous partons du principe que, finalement, la filière bois, ce qui est assez intéressant et paradoxal, c'est que quand on dit bois, et je pense aux parents, là, on dit c'est une hyper spécialité, c'est quoi ingénieur bois? Enfin, je comprends pas bien, parce que bois, c'était plutôt BEP, CAP, et on découvre ingénieur bois. En réalité, le spectre est extrêmement large. Paradoxalement, c'est spécialisé, mais en fait, c'est très large. Si vous regardez les secteurs d'activité, la construction, la pâte à papier, la chimie verte, l'ameublement, la menuiserie, etc., etc. Si vous regardez les fonctions dans l'entreprise, responsable de production, responsable commercial, responsable R&D, etc., etc., en fait, le spectre est très très large. Et j'ai oublié une composante, c'est France ou international. Donc en réalité, quand on regarde l'annuaire des anciens élèves, c'est très très varié. D'autant plus que, j'y reviendrai après, sur le premier emploi, 15% n'intègrent pas non plus la filière bois. Donc d'avoir des domaines distingués par un diplôme, alors qu'en réalité, ça fait déjà spécialité, et quand bien même on peut avoir une ouverture extrêmement large, on a résolu le problème, un diplôme, l'affaire est entendue, on est ingénieur de l'ESB ou on ne l'est pas, et après c'est une affaire d'individu. Ce qui va faire la différence sur les CV, c'est pas tant d'avoir une mention ceci ou une mention cela, c'est la personnalité, c'est le parcours, et d'avoir fait des stages dans la construction teinte le CV, d'avoir fait ces stages en commerce ou en France ou à l'étranger teinte le CV, c'est pas la mention ceci ou la mention cela qui fera la distinction. Et au contraire, ça risque d'être enfermant. Ouais. Bon, ça c'était les légendes. Petite particularité, c'est qu'on est en pleine période de réforme. L'État a décidé de réformer l'enseignement professionnel, oui, je dis bien, la formation professionnelle, avec l'apprentissage qui est totalement réformé jusqu'à il y a très peu de temps, et ça va devenir pleinement effectif au 31 décembre 2019. Les régions avaient la responsabilité de l'alternance, ça n'est plus le cas, ce qui fait que un de nos financeurs, la région, ne sera plus financeur, ça sera totalement reporté sur les entreprises, ce qui fait que, par exemple, jusqu'à présent, les promotions étaient d'à peu près 20 apprentis, 20-23. À partir de la rentrée prochaine, légalement, il n'y a plus de limite, si ce n'est notre capacité à proposer aux entreprises des apprentis qui correspondent à leurs attentes, qui soient du bon niveau, avec le bon potentiel, etc. Dit autrement, il n'est pas impossible qu'à la rentrée prochaine, on ait 30 apprentis dans la promo, si d'aventure, on a 30 candidats de valeur, avec 30 entreprises qui ont un projet. Et j'insiste bien là-dessus, c'est que la question de fond, c'est pas de trouver une entreprise, c'est de trouver la bonne entreprise, c'est-à-dire celle qui couvre le champ sur lequel vous voulez travailler, qui a la capacité de vous accueillir et qui ne considère pas l'apprenti comme de la main-d'œuvre à pas cher. Et ça, c'est un phénomène qu'il ne faut pas négliger. En général, les entreprises, j'allais dire très structurées, des groupes industriels, etc., ont l'habitude.
mais dans certains cas, il faut être un peu attentif. Faire du chantier en permanence n'est pas souhaitable. Il est important que l'entreprise puisse, avec l'apprenti, construire un parcours de formation dans l'entreprise qui vient se superposer avec ce qui sera vu. C'est d'autant plus facilité. On a vu qu'il y avait des alternances relativement courtes avec des sujets qui vont être abordés, mais il faut que l'entreprise prenne conscience que son rôle n'est pas qu'un rôle d'employeur, c'est aussi un rôle de formateur. On va former ensemble. À telle enseigne, c'est qu'une partie des crédits, alors je suppose que vous connaissez à peu près le système, hein, pour avoir un diplôme d'ingénieur, il faut 180 crédits, un semestre c'est à peu près 30 crédits, et à chaque fois que les évaluations sont positives, l'étudiant se retrouve crédité. En gros, on apprend nos étudiants à vivre à crédit, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour la suite, mais bon. Toujours est-il que l'entreprise va délivrer aussi des crédits, et il ne faut pas que ça soit une forme de salaire déguisé en disant « je ne te paye pas beaucoup parce que tu es un apprenti, tu es sur le chantier, et grâce à toi, on fait des chantiers, on livre dans les délais, donc je te mets tes crédits. » Non, 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 non. Est-ce que l'étudiant est capable, est-ce que l'apprenti est capable d'encadrer une équipe, d'organiser une réunion, de calculer un coût de revient, etc., etc. Et si effectivement l'évaluation est positive, à ce moment-là, il y a la remise de crédit. Des questions là-dessus? C'est clair? Bon. Alors, 5 sujets sur lesquels je souhaite m'attarder. Forcément, à l'école du bois, on va parler du bois. Mais je vous ai aussi parlé des matériaux biosourcés. Matériaux biosourcés, c'est le lin, le chanvre, la paille, etc. Ça fait un peu écolo. Néanmoins, ce que souhaite une partie de la population est de plus en plus importante, c'est qu'on substitue de la laine de verre par de la paille ou des matériaux que l'on peut, comment dirais-je, recycler beaucoup plus facilement. Ça tombe bien puisque le domaine d'expertise de l'école, le matériau bois, permet justement de travailler sur ces sujets-là. Il y a quelques années, on avait un projet de recherche pour intégrer des matériaux composites avec du chanvre et du lin pour l'industrie de l'aéronautique. On a travaillé, par exemple, pour un équipementier automobile français, à la substitution de produits vous savez, ce qu'on appelle les contreportes, c'est-à-dire l'habillage des portes de voitures, pour y mettre des matériaux biosourcés. En fait, leur problématique, c'est qu'ils ont une obligation, c'est de recycler davantage les automobiles en fin de vie. Si vous y mettez du plastique non recyclable, c'est une catastrophe. Si vous y mettez des produits issus de l'agriculture ou issus du bois, etc., la recyclabilité est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus facile. Et un des derniers projets sur lesquels on travaille, ce sont les toits de chaume dans la Brière, c'est-à-dire dans l'estuaire de la Loire, ici entre Nantes et Saint-Nazaire. Les problématiques sont les mêmes, c'est-à-dire un produit naturel qu'on met en œuvre dans le cadre de la construction et qui va être soumis à des agressions, les UV, l'eau, les champignons, les insectes, comme le bois. Donc on voit bien que le transfert est très facile. Formé au bois et aux matériaux biosourcés, forcément, je vous l'ai dit tout à l'heure, socle scientifique et technologique, donc on va avoir des enseignements scientifiques. Je n'ai pas rappelé les maths, etc., mais bien sûr, il y aura aussi ça. Et puis, il y aura des enseignements nouveaux, pour pratiquement tout le monde. C'est-à-dire un étudiant qui sort de prépa, n'a pas fait de biologie, n'a pas fait d'anatomie, n'a rien fait de tout ça. Sauf s'il a fait prépa bio, forcément, il y a toujours le cas un peu particulier, mais pour celui qui a fait maths physique, il n'a pas fait de biologie, ça je suis presque sûr. On va avoir des enseignements technologiques, il y a des cours d'usinage, il y a un atelier, vous l'avez aperçu si vous avez fait la visite. Et effectivement, tous les étudiants ont un bleu de travail et vont apprendre à utiliser les machines en sécurité et vont apprendre à transformer le bois et à faire quelques petits objets. L'objectif n'est pas de former des ébénistes, hein, c'est pas ça. Non, l'objectif c'est de mettre la main à la pâte. Notre philosophie, c'est que former des penseurs, c'est très bien, mais former des faiseurs, c'est bien aussi. Et si on forme des gens qui sont capables à la fois de penser et de faire, je pense que ce sont des gens qui auront énormément de choses à apporter. Donc, concevoir et faire sont deux choses qui sont totalement liées. On a la chance avec ce matériau et avec les matériaux biosourcés, c'est que c'est relativement facile. Et en général, les étudiants viennent aussi à l'école pour ça. Deuxième sujet d'importance, la transition digitale. Ce qu'on observe dans l'industrie, c'est une fracture entre des générations comme la mienne et les jeunes générations. C'est un constat, c'est pas un jugement. Les jeunes générations sont plutôt ultra connectées. Il faut peut-être remettre un petit peu d'ordre là-dedans parce que j'observe de temps en temps qu'on peut annuler un stage la veille pour le lendemain par un SMS.
Peut-être que dans certaines générations, c'est possible, dans d'autres, ça ne l'est pas. Et donc d'expliquer qu'il y a des différences. Donc apprendre à utiliser le numérique est quelque chose d'important, d'autant plus que ce qui nous intéresse, au-delà des outils de communication, c'est de faire en sorte que le chemin soit le plus court, le plus rapide possible entre l'idée et l'objet. Vous avez tous entendu parler et vu des imprimantes 3D. Eh bien, à partir d'un plan, vous pouvez tout de suite obtenir, ou presque tout de suite, la pièce. Il n'y a pas de raison que dans le bois, on n'ait pas des outils numériques de dernière génération qui soient capables, en faisant glisser directement le dessin sur le programme, en prenant le programme, en le déposant sur la machine, que la machine ne se règle pas le plus rapidement possible pour produire l'objet. De toute façon, on ne va pas faire un combat d'arrière-garde. On ne va pas apprendre à régler la machine avec le vernier comme on l'a appris il y a 20 ans. C'est fini, les machines à commande numérique sont là. Il n'est pas déraisonnable de penser que la filière bois va aussi intégrer des robots. Et nos jeunes générations sont particulièrement bien câblées, entre guillemets, eh bien, pour faire rentrer les robots dans les entreprises, pour faire en sorte que les outils soient les plus facilitants possibles, sans forcément obliger à faire des suppressions de postes. Je parlais tout à l'heure de compensation, il faut que tout le monde puisse aussi en vivre. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, on peut aller très rapidement du plan à l'objet, la filière bois doit aussi avoir cette capacité-là. Puis former au digital, c'est aussi se poser la question de la sécurité des données. Je pense qu'on a tous vu dans la presse des choses assez étonnantes sur l'information, comment on sécurise tout ça. Il ne faudrait pas que les programmes soient abîmés par des gens malveillants. Et donc nos étudiants vont apprendre à faire du codage, la programmation. On va investir dans des outils de réalité augmentée. Aujourd'hui, être face à une machine qui tombe en panne, on peut appeler le fournisseur qui est peut-être à l'autre bout du monde, qui va vous envoyer quelqu'un en avion, qui va regarder, qui va dire « Ah bah oui, elle est en panne, bah oui, on vous l'avait dit. Il faut que je prenne la pièce et que je la ramène à l'usine pour la reconfigurer, puis je vais devoir revenir. » Donc le bilan carbone est catastrophique, alors qu'avec de la réalité augmentée, vous pouvez avoir en ligne quelqu'un qui est effectivement à l'autre bout de la planète et qui va vous dire « Tu défais les 4 boulons qui viennent en surbrillance dans le casque de réalité augmentée, tu retires la tôle, tu prends la courbe, tu prends le machin, tu prends le bidule, tu la mets dans un carton, tu nous l'envoies, et le bilan carbone est bien meilleur. » Ouais. Donc tout ça sera à disposition à l'école. Ensuite, l'économie circulaire, c'est le sujet. On ne peut plus prélever dans la nature de la matière première sans se préoccuper de ce qui va se passer ensuite. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le bois se prête très bien à la compréhension de l'économie circulaire biologique. Eh bien, industriellement parlant, il faut que ça marche aussi. C'est-à-dire qu'il est fondamental que nos étudiants, lorsqu'ils sont en phase de conception, se posent la question de quelle essence de bois, quelle origine de bois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est logique de fabriquer des choses avec un matériau qui vient de l'autre bout du monde. Faire venir en France du red cedar, parce que c'est quand même joli un bardage en red cedar, sur le plan de l'économie circulaire, ça interroge. Et qui dit économie circulaire dit économie dans les fonctions, dans les fonctionnalités, la réparabilité, le recyclage, le reconditionnement. On a tous acheté, je suis presque sûr de mon coup là aussi, des meubles dans une enseigne jaune et bleue. La question de la réparabilité, la question du recyclage, sont des questions qu'ils se posent aussi eux. Et nos jeunes générations sont attentifs à ça, et se posent aussi des questions de l'avenir, qui va être le leur, dans la planète qu'on leur laisse. Donc, comme le matériau s'y prête bien, on peut le montrer. On peut montrer qu'effectivement, un bout de bois qui est usiné à l'atelier peut partir dans des circuits de recyclage avec la chaufferie qui est à côté. Il faut que la structure en tant que telle, l'école, se repose des questions de est-ce qu'il faut qu'on aille à un colloque à l'autre bout du monde alors qu'on peut le faire en visio, par exemple, comme aujourd'hui. Tout ça contribue à l'acculturation des grands principes de l'économie circulaire. Et il est fondamental que nos jeunes diplômés, eh bien, arrivés en entreprise, prennent ce principe de l'économie circulaire comme le seul paradigme qui nous permettra effectivement de préserver la forêt, parce que si on est dans une logique d'économie circulaire, on va préserver la forêt. Si on est dans une économie linéaire, on va couper des arbres dont on pensera qu'ils n'ont pas de valeur, on y mettra du bétail, on y mettra du colza ou du soja ou je ne sais pas quoi pour faire des biocarburants, et on va perdre tout le patrimoine
écologique de la forêt, dont on sait, parce que l'inventaire n'est pas complet, parce qu'on n'a pas encore compris à quoi on avait affaire, eh bien on sait que dans ce patrimoine-là, il y a probablement les médicaments de demain, il y a les solutions technologiques de demain, etc. Avec un arbre, on peut faire énormément de choses, des matériaux extrêmement modernes, extrêmement résistants. Encore faut-il qu'on ait le temps de pouvoir découvrir, explorer, mettre en œuvre, etc. Et on le fera toujours, parce que le matériau s'y prête, dans une logique d'économie circulaire. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas de créer des matériaux qu'on ne saura pas recycler. Au contraire, on a un magnifique challenge. C'est comment on va pouvoir collecter dans la forêt un peu de bois, lui donner un maximum de valeur, de telle sorte qu'on rentre dans une logique vertueuse. C'est ça qu'on vous propose. Sur l'expérimentation, alors là on est sur un jeu de mots qui est peut-être pas très heureux, mais je l'assume. L'idée c'est qu'effectivement nos étudiants puissent expérimenter et soient mis en mode action. Expérimenter pourquoi? Parce que un des principes que nous défendons, j'ai presque envie de dire, seul le système scolaire fait qu'on peut poser une question à quelqu'un dont on a déjà la réponse. Il n'y a qu'à l'école où on dit, bah, voilà la méthode, voilà la question, et la réponse, je ne te la donne pas tout de suite, il faut que tu retrouves ma réponse. Pour ceux qui travaillent, votre patron ne vient pas vous voir en vous disant, au fait, c'est quoi la réponse à la question que je te pose alors que je l'ai déjà? Non, ça n'existe pas. Donc ce qui est important, c'est que l'équipe pédagogique eh bien, pose des questions aux étudiants ou travaille avec les étudiants sur des questions dont on n'a pas forcément la réponse. Alors forcément, quand on est sur les outils de base comme les maths, la physique, etc., oui, mais sur la modalité du projet, on a un champ fabuleux. C'est qu'on va pouvoir explorer, on va pouvoir expérimenter, on va pouvoir faire des nouveaux matériaux parce qu'on va prendre on va faire un peu de cuisine, et puis on va se tromper probablement 99 fois, et puis peut-être qu'une fois on va trouver un super matériau. Expérimenter, c'est aussi revendiquer le droit à l'erreur. Ce qui est assez mortifère à l'école, depuis qu'on est tout petit, hein, c'est la note qui sanctionne. C'est t'as réussi, c'est super, t'as pas réussi, c'est pas bien. Eh bien, le principe à l'école, c'est d'avoir suffisamment de place dans l'enseignement pour pouvoir recommencer. On a le droit de ne pas avoir compris quelque chose, on a le droit d'avoir raté une manipulation, et auquel cas, eh bien, on a l'opportunité de la recommencer. Innovation, un mot qui est pratiquement mis à toutes les sauces. Effectivement, si on veut que l'industrie française soit compétitive, il faut qu'elle soit innovante. Et en particulier, dans le domaine du bois, on a la chance, c'est que ce matériau, qui est le seul matériau renouvelable, qui propose énormément d'utilisation, eh bien, on peut innover, on peut faire plein de choses. Quand on regarde les matériaux à base de nanocellulose, on peut faire des implants dentaires, on peut faire des matériaux pour le textile, on peut faire énormément de choses. Donc il faut innover, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin. Je suis ravi de travailler avec des enseignes comme Decathlon, par exemple, ou Forestia, parce que ce sont des gens qui ne pensent pas bois, mais qui, à un moment, se disent « Tiens, vous faites cette question-là, vous, comment vous pourriez la traiter ?» J'étais extrêmement fier, je n'ai pas d'autre terme, quand Airbus a organisé un hackathon. Un hackathon, c'est un exercice où, pendant, par exemple, 48 heures, eh bien, les participants vont phosphorer, etc. Airbus a organisé un hackathon et a proposé aux étudiants de l'École supérieure du bois d'y participer. L'objectif n'était pas de mettre du bois dans les avions. L'objectif était de faire en sorte que, dans un groupe que l'on souhaite le plus hétérogène possible en termes de mode de pensée, eh bien, on puisse travailler ensemble et faire émerger des solutions innovantes. L'école a organisé quelque chose qui s'appelle le Wood It Together, qui est un exercice qui permet de mettre ensemble des salariés de l'entreprise, des chercheurs et des étudiants pendant un laps de temps relativement court, 4 jours, mais 8h, 22h, autour d'une question portée par l'industrie, et qui permet justement de proposer des solutions innovantes parce que chacun vient, j'ai envie de dire, avec son patrimoine académique, avec son expérience, avec son histoire de vie, et va pouvoir poser des questions, parfois naïves, parfois extrêmement pointues. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on expérimente ça avec les entreprises, ça peut marcher, puisque j'ai l'exemple d'une entreprise qui est venue avec sa question, 4 jours après, elle est repartie avec 16 prototypes. Pas 16 concepts ou 16 idées, 16 prototypes. Et ça, l'école le permet parce que justement, cette mixité, ce mélange qu'on a organisé, est fait avec méthode, parce que l'innovation, c'est une question de méthode. On a un enseignant-chercheur qui est un designer et qui travaille beaucoup sur les processus qui conduisent à de l'innovation,
L'innovation, c'est pas j'ai une bonne idée, tiens, je la développe. Le processus d'innovation passe par des étapes et on peut aller très vite quand on est un génie, quand on a un don. Mais sinon, pour le commun des mortels, on peut tous innover à partir du moment où on se pose et qu'on suit des processus. L'école va inaugurer, je pense, fin avril, début mai, un espace créatif qui va être un lieu propice à faire émerger cette innovation. L'atelier va être profondément modifié puisqu'on devrait changer une grande partie du matériel pour avoir des choses beaucoup plus modernes, permettant justement de l'idée dans l'espace créatif, d'aller jusqu'au prototype à partir de l'atelier. Et on a la possibilité de proposer à tous une chaîne complète. On ne veut pas avoir une innovation de chercheurs sur la recherche fondamentale. On veut être appliqué. On veut résoudre des questions d'aujourd'hui, avec des solutions d'aujourd'hui, et avec des personnes d'aujourd'hui. Vous et moi. Je change un tout petit peu de registre, celui de l'international, qui est un contexte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les étudiants peuvent partir à plusieurs reprises. Je n'ai pas évoqué la possibilité qui est offerte aux étudiants de partir en double diplôme, 2 ans à Nantes, 2 ans chez notre partenaire. Au bout de 2 ans en Russie, 2 hivers, 2 étés, vous connaissez bien la culture. Ça marche pareil au Brésil, bien évidemment. C'est pas les mêmes festivités, c'est pas les mêmes. Bref, mais pour être ingénieur en France, il faut partir à l'international. En tout cas, pour nous, il faut partir à l'international. Le stage, l'échange académique, le double diplôme, l'année de césure, ce qui permet effectivement ensuite peut-être de relativiser sur ce qui se passe dans notre pays. Mais ça, c'est un autre débat, et je ne suis pas sûr que ce soit le lieu et le moment. J'ai beaucoup parlé des mises en situation. Ben voilà des exemples. Là, sont des jeunes qui ont imaginé des collecteurs à déchets sur le GR, je crois que c'est le GR20 en Corse, qui traverse toute la Corse. Et bien voilà des étudiants qui ont imaginé un collecteur et puis qui se sont donné les moyens. Encore une fois, penser et faire. On en a plein des projets comme ça. Vous avez vu des photos de bateaux, vous avez vu un certain nombre de choses. Ce sont le fruit des projets des étudiants. Et j'ai presque envie de dire, plus c'est farfelu et plus ils ont de chances qu'on les accompagne, parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'ils aient de l'audace, qu'ils aillent au-delà de l'évidence, et qu'ils se, comment dirais-je, qu'ils se mettent vraiment dans une posture d'entrepreneur, au sens premier du terme, pas créateur d'entreprise, ça peut venir après, mais d'entreprendre au sens où je suis acteur de ma formation, et je vais au-delà d'un contenu qui m'est apporté. Je le disais tout à l'heure, notre rôle, c'est aussi de déscolariser des étudiants qui, pendant presque 15-20 ans, ont été formatés dans un modèle qui est intéressant, puisqu'il permet d'acquérir un certain nombre de choses. Néanmoins, dans la vie professionnelle, ce qui est important, et même dans la vie tout court, hein, ce qui est important, c'est d'oser. Oser aller vers l'autre, oser faire quelque chose que les autres ne font pas. Quand des étudiants viennent me voir en disant on a imaginé un abri de berger qu'on va fabriquer dans l'atelier, et on a trouvé un hélicoptère qui va nous permettre d'aller le déposer dans les alpages, je ne sais plus où, ok, on y va, on va vous aider. Autre manière d'illustrer le propos, sur ce que je disais tout à l'heure sur l'expérimentation. Effectivement, on l'a fait cet hiver, les étudiants ont été presque enfermés pendant 1 mois dans les laboratoires. C'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, on peut passer d'un sujet à l'autre, il n'y a pas la pression du temps. Les étudiants ont l'opportunité de discuter avec les enseignants, d'autant plus que les enseignants ne sont pas là en permanence. Ce qui est recherché derrière ça, c'est l'autonomie. Quand je parlais de déscolarisation à l'instant, ben en fait, la réponse est l'autonomie. Un élève dans une école type lycée n'est pas autonome. Puisqu'il arrive le lundi matin, il sait ce qu'il a à faire, à 8h, il sait quel cours il a, à 10h, il sait quel cours, quel prof, etc. Là, l'objectif, c'est de mettre les étudiants face à une question et dire voilà les ressources, les laboratoires, les enseignants sont là quelques heures par semaine à votre disposition. Il faut préparer l'utilisation, entre guillemets, de cette ressource. C'est-à-dire que si vous allez voir un enseignant, c'est pas pour dire j'ai pas compris. C'est pour dire voilà, on a travaillé sur tel sujet, là on bloque sur tel point, est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous aider, etc. Et puis derrière, les étudiants continuent. Projet que j'aime beaucoup, parce qu'il est le témoignage des valeurs que je viens d'évoquer. Woodstock est un projet qui a été imaginé par un architecte et qui est un habitat,
Et là, on est bien aussi dans l'économie circulaire, on est dans tous ces sujets-là, dans l'autonomie, dans le faire, puisque cette maison a été imaginée par un architecte, comme je viens de le dire, sur un projet, un concept innovant, la brique de bois. Est-ce que ça marche industriellement ou pas, peu importe, les étudiants en tout cas ont expérimenté. Et cette maison a été fabriquée dans la halle techno que vous avez visitée, transportée et installée dans le centre de Nantes, et elle est actuellement occupée. Et je trouve que c'est vertueux, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un projet d'école qui part à la poubelle, on a fait un projet qui sert, puisqu'il est occupé, on est sur de l'innovation avec cette brique de bois, on est dans le faire, on est dans le penser et dans le faire, et donc je trouve que ce projet-là, il est pas inintéressant de ce point de vue-là. On est à l'échelle 1 aussi, ce qui veut dire que le but du jeu, c'est pas d'avoir 12 ou 14 sur 20, le but du jeu, c'est est-ce que c'est étanche, est-ce qu'il ne pleut pas à l'intérieur, est-ce que sur le plan thermique, la famille qui l'occupe a froid, a chaud, etc. etc. Est-ce que ça va être livré à la date qui a été convenue, est-ce qu'on respecte le budget? C'est au pied du mur qu'on voit le mur, c'est-à-dire que sur le papier, ça marche toujours, le bâtiment tient, le bâtiment est étanche, le bâtiment est pas cher, il peut être même moins cher que pas cher sur le papier, sauf que quand il faut passer les commandes et les étudiants passent les commandes, ils voient les prix et ils se rendent compte de ce qui se passe. Alors la suite à tout ça, ben la voilà. Ce qu'il faut noter, c'est que environ 70% des candidats, 80% des candidats qui viennent au concours sont là pour la construction bois. En réalité, ils ne sont que 50% à y travailler. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de spectre large des métiers, des fonctions. Souvent, l'école est identifiée pour cette fonction construction bois. Et à travers la formation qui est dispensée, eh bien, les étudiants découvrent d'autres sujets. Ce qui explique qu'on en est 15% en exploitation forestière, en aménagement, en agencement, etc. Oh, c'est casse-pied, ça. Quelques jolis portraits. C'est le jour de la remise des diplômes. Donc, ils sont bien habillés, tout souriants, ils sont magnifiques. Des étudiants qui deviennent des professionnels. Alors, je prends l'exemple de Gaspard ici. Tout à l'heure, je vous parlais de double diplôme. Gaspard a fait un double diplôme avec la Russie et il n'avait pas terminé sa formation, qu'il était embauché par le roi Merlin pour occuper des fonctions liées au bois à Moscou. Donc, il a appris pendant 2 ans et tout de suite derrière, on voit l'effet que ça peut avoir. Amélie travaille en tant qu'ingénieur méthode quand Elisa est sur les chantiers. Ingénieur de travaux, très clairement, c'est du chantier. Donc, on a beau imaginer que les métiers de chantier sont des métiers pour les hommes. Non, non. Ce qu'il y a de bien avec la filière bois, c'est que c'est peut-être un petit peu plus facile. Je ne vais pas tous les décrire, mais ce qu'on voit, c'est la diversité des entreprises, françaises ou internationales, et la diversité des fonctions. Puisque vous avez des chargés d'affaires, vous avez des responsables d'approvisionnement durable, ingénieurs de bureau d'études, hop, 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 hop. Ah bah quand ça marche, ça marche. Hein. Ah bah ça marche même trop. Vous m'excuserez. Donc quelques portraits de jeunes diplômés, de moins jeunes diplômés, puisque Marine est sortie en 2011, a travaillé longtemps chez Eiffage, avant d'intégrer un bureau d'études dans le domaine de la performance énergétique et environnementale. Quelques mots sur la recherche qui est menée à l'école. Une recherche qui est centrée sur 2 axes majeurs, l'habitat, la construction, et puis les matériaux, sachant que les sujets qui vont émerger ensuite sont des sujets liés au bien-être. En fait, la question qu'on se pose, d'une manière globale, c'est dans quelle mesure est-ce que habiter ou travailler dans un environnement bois fait du bien ou pas? Construire solide, on sait faire. Construire plus ou moins cher, c'est technique. Sur la performance énergétique, c'est pareil, c'est technique. Acoustique, c'est... Voilà. Par contre, si on remet l'individu au centre de l'objet, du cadre bâti, qu'est-ce qui fait qu'on se sente bien dans un bâtiment bois? Jusqu'à quelle part de bois il faut aller sur ce bâtiment? Si on avait mis du sol en bois, des murs en bois, etc. Et puis peut-être des lampes en bois, et puis comme on aime bien, je vous aurais mis un fond bois sur le PowerPoint, il y a un moment, ça peut saturer. La question qu'on se pose, c'est jusqu'à quel point on peut aller
et qui a un effet bénéfique. Alors, ce n'est pas du marketing dont je vous parle. C'est une réalité scientifique qui montre que quand on est au contact du matériau bois et au contact physique, sur la pression artérielle, sur la pression systolique, il se passe des choses. On a un projet de recherche, décidément, le voilà, sur le bois et la santé. Il y a quelques années, on a été interrogé par les fabricants de cagettes. Ces objets assez simples, pour ne pas dire simplistes, eh bien, les vétérinaires qui contrôlaient les chambres froides des supermarchés n'étaient pas complètement convaincus que le bois n'était pas facteur de prolifération des bactéries en cas de dégradation des aliments. Dit autrement, quand une tomate vient à pourrir dans une cagette stockée dans les chambres froides du Super U, est-ce qu'il n'y a pas un risque de contamination et de santé publique? Donc on a mené un projet de recherche avec l'école vétérinaire qui a montré que non seulement il n'y a pas de prolifération, mais en plus dans certains cas, le bois a la capacité à tuer ces bactéries. Alors on a regardé des choses assez sympas, hein, comme les vétérinaires peuvent les avoir. En fait, ce qui se passe, c'est que le bois a cette capacité à absorber l'eau, et en absorbant l'eau, va capter les bactéries. Et il ne va pas relâcher. Ce qui fait que la bactérie, elle est enfermée, et elle ne peut pas proliférer. Et en plus, dans certains cas, il se passe un truc, à quel niveau, j'en sais rien, je ne suis pas chercheur, qui fait que la bactérie va être même détruite. Donc c'est très bien, parce qu'on a montré que des cagettes en bois, tout comme les bio en bois et les planches à découper, enfin, on est quelques-uns, je pense, dans la salle, à avoir connu ces planches à découper en bois, et puis on nous a dit, ah non, 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 stop, là, il faut prendre le truc en téflon blanc, là, c'est le fruit de la NASA, super, machin, dans l'espace. Oui, sauf que quand vous coupez, vous faites un trait dans lequel il y a de l'eau qui stagne, et dans lequel les bactéries prolifèrent. Alors, vous avez le droit de croire que je ne suis pas objectif et que je vous raconte des salades. Je vous invite à regarder les publications, et ce que je vous dis là est vrai. À telle enseigne, c'est que le CHU de Nantes et le CHU d'Angers ont accepté de faire un deuxième projet pour regarder d'autres bactéries. Je ne vous apprends pas que la prolifération des bactéries dans les hôpitaux pose un problème, puisque certaines d'entre elles deviennent ultra résistantes et posent, là pour le coup, des vrais problèmes de santé humaine. Et donc la question qu'on se pose à nous, c'est dans quelle mesure on ne peut pas mettre du bois brut à certains endroits, dans les hôpitaux, qui servirait comme ça à filtrer. Alors j'ai tendance parfois à provoquer en disant, le jour où on aura fait un bloc opératoire en contreplaqué, peut-être qu'on aura fait un progrès. Je sais que ça fait rire tout le monde, mais après tout, si ça fait du bien. Et puis rire, ça fait du bien. Dernier sujet, je vous disais tout à l'heure, le rôle de l'école, c'est de produire des connaissances et de les mettre à la disposition des étudiants par la formation, mais aussi des entreprises par le transfert de technologies. Bois HD, notre centre d'ingénierie, vous avez probablement vu les collègues tout à l'heure dans la halle techno qui font des essais, qui ferment et qui ouvrent des fenêtres, etc. En fait, on a effectivement une activité de prestation suivant différents sujets, de l'ingénierie, de la modélisation, simulation, des tests et essais, etc. Ce qui nous permet d'accompagner des entreprises, par exemple, qui souhaitent mettre au point une menuiserie performante, mécaniquement, thermiquement, acoustiquement, économiquement, et puis derrière, on a les bancs d'essai qui vont bien. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, dans le domaine du bois, la modélisation 3D, on n'a pas trop l'habitude. Charpentier faisait peu de modélisation, il y avait des dessins et il savait calculer. On est capable d'aller beaucoup plus loin maintenant dans la modélisation. On a une petite expertise dans le domaine de la menuiserie en particulier. Et ce qui est sympa, c'est qu'on fait des tests derrière, vous les avez aperçus, sous accréditation COFRAC. Alors j'aime bien le dire, parce que c'est une fierté aussi, là je le revendique. Le COFRAC, c'est l'organisme qui évalue tous les laboratoires en France. C'est-à-dire que quand vous faites une prise de sang ou je ne sais pas quoi, ce qui vous garantit que le résultat est fiable, c'est que le laboratoire est accrédité COFRAC. Le COFRAC s'assure que vos processus sont écrits, sont respectés, que vous savez détecter les dysfonctionnements, vous savez les résoudre, etc. etc., etc. Et donc l'école est une des rares écoles d'ingénieurs à travailler sous accréditation COFRAC. Alors vous me direz, c'est pour des tests de menuiserie, alors qu'on forme des ingénieurs bois à l'économie circulaire, donc c'est un peu disjoint, sauf que l'approche COFRAC est quelque chose qui a rayonné sur toute l'école en termes d'assurance qualité, de démarche qualité, et de s'assurer qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, eh bien effectivement, on a les moyens de voir ce qui dysfonctionne et d'améliorer les choses. On a inscrit l'école dans une logique d'amélioration continue. C'est un peu pour cette raison qu'on change le programme, c'est-à-dire qu'on constate que les besoins des entreprises évoluent, les aspirations de
de la société d'une manière générale et des candidats évoluent, et qu'à un moment donné, il faut s'adapter. Je vais aussi être un peu provocateur. Je ne suis pas sûr qu'il soit utile qu'on apprenne encore à faire des sabots en bois. Il n'y a plus de marché, il n'y a plus de besoin, donc il faut passer à autre chose. Quelques mots sur le fait que l'école délivre un titre d'ingénieur, puisque nous sommes accrédités par la commission des titres. En France, le titre d'ingénieur est un titre protégé, au même titre que le diplôme d'architecture. D'accord ? Donc n'importe qui ne peut pas délivrer le titre d'ingénieur, et donc la commission des titres vient faire des audits régulièrement, tous les 6 ans, pardon. Et au terme de cet audit, soit vous êtes performant, vous avez 6 ans, soit vous n'avez que 3 ans, soit vous avez 1 an. Alors 1 an, ça sent pas bon, hein. En clair, c'est vous arrêtez tout dans l'année qui vient. Et depuis qu'on est évalué, on est toujours à 6 ans, avec des recommandations d'amélioration, bien évidemment, c'est leur rôle, mais globalement, voilà. Autre sujet de rassurance aussi, éventuellement, l'École supérieure du bois est un établissement que vous appelleriez privé, que j'appelle associatif. C'est-à-dire que l'école, c'est une association qui est composée d'un conseil d'administration, de membres, majoritairement des industriels, mais tout euro collecté sert à la formation. Il n'y a pas de, comment dirais-je, d'actionnaires qui se feraient de l'argent sur le dos de l'école. Non, ça c'est... Chaque année, on finit le résultat à 0. Pourquoi ? Parce qu'on embauche, parce qu'on investit, parce que à chaque fois qu'on a 1 euro, c'est pas une frénésie de la dépense, c'est la nécessité de s'adapter. Alors celle-là, je l'aime bien, mais là aussi j'assume. J'espère que vous arrivez à lire. Ce que je voulais vous dire, c'est que le matériau bois, je ne suis pas objectif, mais c'est pas grave, le matériau bois est probablement le matériau qui va le plus contribuer à résoudre un certain nombre de problèmes liés à l'environnement. Il pourrait y avoir une tentation, c'est de mettre la forêt sous cloche, de sanctuariser. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure chose à faire. Par contre, de se comporter avec raison, avec discernement dans la forêt, de prélever, de valoriser, tout en veillant à ce que, soit naturellement, soit artificiellement, on plante, on replante, on laisse la nature faire, eh bien, permet de donner un matériau qui couvre un champ extrêmement large d'usage. Chimie verte, pour se substituer à des produits pétroliers. Construction, j'ai un bel exemple au-dessus de la tête. Bien-être. Tout ça dans une logique de développement durable. Je répète, le bois est probablement un des rares, pour ne pas dire le seul matériau naturellement renouvelable. Donc effectivement, c'est un peu une boutade, mais si vous avez envie de changer le monde, et j'ai vu des choses émerger chez les jeunes aujourd'hui, qui manifestent, alors pas aujourd'hui samedi avec des gilets jaunes, mais qui manifestent au sens et qui disent « Nous ne voulons plus travailler pour des entreprises qui polluent la planète. Nous voulons nous assurer que ce que nous allons faire, que les métiers que nous allons apprendre s'inscrivent bien dans cette démarche d'économie circulaire. » J'espère cet après-midi vous avoir fait, à défaut de la démonstration, en tout cas de vous avoir éclairé sur le fait qu'effectivement nous nous inscrivons résolument dans cette démarche-là et qu'il n'est pas question de saccager les forêts pour faire n'importe quoi, pour faire du business. Non, 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 non. On est là pour apporter des solutions aux problématiques auxquelles nous sommes tous confrontés. On est tous dans le même bateau. On n'a pas le même rôle, mais en tout cas, on est tous dans le même bateau. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai peut-être été un peu long. J'espère que vous avez plein de questions. En général, la première est la plus dure. Quoi qu'il y en a déjà eu une, donc normalement, ça va être plus facile. J'avais une question. Vous avez parlé tout à l'heure des temps. Vous avez parlé, oui, pardon, des temps à l'étranger sur la formation. Est-ce que, enfin, je suppose qu'il y a un temps minimum. Oui. C'est quoi? C'est 6 mois, 8 semaines, d'accord? 8 semaines minimum à l'étranger, sachant que toutes les situations permettent d'aller à minimum 12 semaines. C'est-à-dire que le stage de première année fera entre 8 et 12 semaines. C'est au choix de l'étudiant. C'est-à-dire que soit le mois d'août, vous voulez le consacrer aux vacances, soit vous dites, je pars Imaginons que vous vouliez faire votre stage de première année en Nouvelle-Zélande. Quitte à aller en Nouvelle-Zélande, autant y passer 3 mois plutôt que 2. D'accord ? Donc vous avez l'opportunité de faire votre stage 3 mois en Nouvelle-Zélande si ça vous chante. Vous auriez l'opportunité de faire le stage de première année, voire de deuxième année. Vous pouvez aussi faire l'année de césure, comme son nom l'indique, c'est une année complète. Et puis le double diplôme, je vous l'ai dit, c'est 2 ans. Bon, après, il y a un temps pour tout, il faut peut-être finir et avoir son diplôme. Voilà.
Et je continue, je suis désolé. Ouais, Si sur la même question, vous parliez par exemple d'aller en Nouvelle-Zélande, et ça rejoint ce que je voulais dire, en fait, c'est niveau coût, parce que vous êtes une école associative, comme vous le dites. Donc, est-ce qu'il y a des aides, par exemple, pour prendre en charge les coûts, parce qu'on est étudiant, on n'a pas forcément bien sûr. 20 000 euros de... Je remets les choses en perspective. Former un ingénieur, il faut compter entre 12 et 13 000 euros par an. La contribution qui est demandée aux étudiants et à leurs familles, c'est 5 250 euros par an, et je précise que c'est sur la durée de la scolarité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un prix pour la première année, un autre prix pour la deuxième année, et puis un troisième prix. Non, vous savez où vous allez, c'est 3 fois 5 250 euros. Ensuite, en fonction des parcours, effectivement, il y a des coûts supplémentaires, parce que aller faire son stage à l'étranger en Suisse, ça peut avoir des coûts induits de vie locale. Partir faire son stage en Inde, ça peut être un coût du voyage et un coût sur place, etc. Alors, il existe un certain nombre de dispositifs qui permettent, soit grâce au ministère de l'Agriculture, soit à Erasmus, la communauté européenne, soit à un conseil régional, c'est le cas en Pays de la Loire, eh bien effectivement d'accompagner. Et Antoine Lebeau, qui doit avoir son stand à l'étage autour de l'amphithéâtre, avait fait une étude et a montré que finalement, dans certains cas, c'est-à-dire qu'en fonction des destinations, il est possible de faire une opération blanche. C'est-à-dire, le billet d'avion et le coût sur place est quasiment couvert par les aides apportées par ces différentes institutions que je viens de citer. Donc, ça peut peut-être pas être lucratif, quoique, mais en tout cas, ça peut être indolore. Voilà. Qui s'engage ou qui peut s'engager dans la voie de l'ingénieur apprenti? Est-ce que ce sont des élèves en provenance de prépa, de BTS, de DUT? Alors, la théorie et la pratique disent deux choses. En théorie, normalement, tout le monde pourrait prétendre à choisir la voie de l'apprentissage. En réalité, les entreprises ont énormément de difficultés à accueillir, à intégrer un jeune issu de prépa. Parce que de leur point de vue, et ça c'est un point de vue qui se défend, eh bien, le côté opérationnel qui est recherché aussi par les entreprises n'est pas là. L'étudiant qui est issu de prépa a plutôt une approche très théorique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, ce qu'on observe, c'est que nos étudiants viennent plutôt de BTS et de DUT, indistinctement, voire de licence professionnelle, et choisissent la voie de l'apprentissage. Les prépas étant plutôt sur la partie présentielle, c'est-à-dire en statut étudiant. Après, je tiens à le dire aussi, on vante beaucoup l'apprentissage en ce moment en disant que c'est la panacée, que l'État veut passer de 350 000 à 500 000 le nombre d'apprentis dans les entreprises. Il n'en demeure pas moins qu'au-delà des aspects positifs que sont la rémunération, l'intégration dans l'entreprise, etc., c'est un parcours qui est très exigeant. Il ne faut pas oublier que vous avez finalement deux intégrations à réussir. Celle par l'entreprise et celle par l'école. Donc en fait, il y a deux concours. Un apprenti est d'abord un salarié en formation, est d'abord un salarié. Ce qui fait que quand l'apprenti est à l'école, les liens avec l'entreprise continuent. J'en parle d'autant plus volontiers que mon fils est en apprentissage et je vois ce qu'il fait de son téléphone et de son ordinateur. L'entreprise l'appelle en disant « tel projet, on a besoin d'avancer, est-ce que tu peux ?» Et ça vient en plus des cours. Et pendant que l'apprenti est en entreprise, il y a aussi l'exigence de l'école, c'est-à-dire des livrables, etc., etc. Donc c'est pas une formation, comment dirais-je, en tunnel, c'est-à-dire que quand on est à l'école, on ne regarde pas ce qui se passe autour, et puis quand on est en entreprise, on ne regarde pas ce qui se passe autour. Donc il y a deux cahiers des charges à respecter, et ça donne une masse de travail importante. Et si j'ai une recommandation à faire pour les candidats apprentis, c'est soigner votre projet. Déterminez votre degré de motivation et prenez conscience de ce qui vous attend. C'est extrêmement riche, c'est extrêmement enrichissant de faire l'apprentissage. Pourquoi on a souhaité brasser davantage les présentiels avec les apprentis? Je vous ai parlé de co-formation, au-delà du fait qu'effectivement, avec l'expérience d'un apprenti en entreprise, etc., les apprentis acquièrent très vite une maturité folle. Et je peux vous assurer que grâce à eux, il est nécessaire d'aller droit au but. L'enseignant ou le présentiel, de temps en temps, se fait remettre un petit peu à sa place par un apprenti.
Parce qu'il dira, mais en entreprise, non, 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 on n'a pas le temps pour ci, on n'a pas le temps pour ça, vous êtes en train de... Enfin, vous faites n'importe quoi parce que c'est pas ça. La vraie vie, c'est pas ça. Alors, pas toujours vrai. Mais en tout cas, il y a une maturité qui est extrêmement bénéfique. Mais c'est le fruit... Enfin, il y a une forme d'abnégation, hein, parce que quand on est apprenti à l'ESB pour le compte d'une entreprise qui est en Alsace, ça veut dire...